Bonjour chers auditeurs, veuillez vous abonner à notre chaîne. Profitez de regarder. Chaque personne en qui vous avez confiance, vous lui remettez un couteau. Cela peut soit vous protéger, soit vous détruire. Je suis resté là, tenant une photographie de moi avec ma femme dans mes mains, et cette citation ne cessait de me trotter dans la tête. Je ne peux pas me rappeler qui l'a écrit, peut-être un écrivain, mais cela m'a marqué il y a de nombreuses années, même si je ne lui ai pas accordé beaucoup d'importance à l'époque et même oublié pendant un certain temps. Mais maintenant, après qu'un incident désagréable me soit arrivé, j'ai pleinement compris sa signification. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été confiant et plein de bonté. Je croyais en la bonté des gens, malgré avoir été témoin de leur cruauté et de leur cynisme. Cette croyance m'a tellement aveuglé que je n'ai pas pu voir la tromperie juste sous mon nez. Cela s'est produit il y a environ un an. Je me souviens être rentré du travail par une journée chaude et presque sans vent au mai. Malgré la légère brise, j'ai senti un courant d'air entrer par la fenêtre ouverte de la voiture. En conduisant dans les rues, j'ai parfois remarqué des piétons, chacun perdu dans son propre monde, certains plongés dans leurs pensées, d'autres discutant au téléphone, et certains attendant aux arrêts de bus, guettant l'arrivée des bus. Lorsque j'ai tourné dans une ruelle peu fréquentée, principalement bordée de poubelles et du mur latéral d'une usine, j'ai remarqué une personne allongée par terre parmi les déchets éparpillés près d'une des poubelles, saignant abondamment. Il a faiblement bougé la main, tentant de signaler qu'il était encore en vie et avait besoin d'aide. J'ai freiné et je suis sorti de la voiture, approchant avec prudence. Je l'ai examiné de près, remarquant de nombreux bleus sur son corps et 2 coups de couteau sur son côté. L'homme a gémi doucement et je me suis accroupi, essayant de l'entendre parler. Et, ça va? Je lui ai demandé, mais il a seulement gémi en réponse. Alors, j'ai fait le tour et j'ai essayé de le soulever pour le porter jusqu'à ma voiture, dans l'intention de le conduire en urgence à l'hôpital le plus proche. En le soulevant, il a gémi encore plus fort, la douleur devait être atroce. Accroche-toi, mon pote. On te cherche de l'aide. Nous serons bientôt à l'hôpital. Tiens bon. Je le rassurai, en le plaçant sur le siège arrière. J'ai rapidement trouvé une serviette sous le siège, que je gardais toujours à portée de main, et l'ai appliquée sur sa blessure. Tiens. Tiens ça. Appuie aussi fort que tu peux. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé, mais je ne pouvais pas le laisser là à saigner. Bientôt, je conduisais vers l'hôpital, essayant occasionnellement de l'engager dans la conversation à travers le rétroviseur, mais il restait sans réponse, seulement gémissant. Je le plaignais vraiment, personne ne mérite un tel sort. Quand je me suis finalement garé devant l'entrée de l'hôpital, j'ai crié à l'aide, sans attendre les secouristes, j'ai commencé à le sortir de la voiture. Son sang avait considérablement taché le siège de ma voiture pendant le trajet, mais à ce moment-là, je n'y ai pas prêté attention. Ma priorité était d'aider l'homme blessé. Le personnel médical est rapidement arrivé et l'a pris de mes mains, le plaçant sur un brancard. Un médecin les a rencontrés dans le hall de l'hôpital et a immédiatement commencé à l'examiner. Pendant ce temps, l'une des infirmières m'a retenu pour répondre à quelques questions et remplir un formulaire, même si je ne savais pas qui était l'homme. Elle m'a demandé de fournir mes coordonnées, expliquant que les blessures de l'homme que j'avais amené indiquaient un crime, et qu'il pourrait avoir besoin de me contacter ou de faire intervenir la police. Même si je ne voulais pas m'impliquer davantage, j'ai quand même accédé à sa demande. Il me semblait suffisant que je l'avais déjà remis entre les mains compétentes des médecins qui continueraient à veiller sur sa vie. Il s'est avéré par la suite que cet homme n'avait pas d'identification sur lui, et après l'opération, il est resté inconscient pendant quelques jours.
Pendant ce temps, la police m'a contacté et m'a interrogé sur l'incident. J'ai tout partagé ce qui s'était passé, ne sachant pas comment d'autres je pourrais être utile, mais pour une raison quelconque, ils m'ont demandé de ne pas quitter la ville pour le moment. J'ai accepté, car je n'avais pas de projet immédiat de partir quelque part. Cependant, le regard perçant de l'officier de police qui m'a interrogé semblait légèrement suspect et perturbant. Non. Je ne pensais pas qu'il essaierait de tout me mettre sur le dos, et pourquoi le ferait-il, mais juste au cas où. J'ai cherché parmi mes anciens dossiers les coordonnées d'un bon avocat qu'un ami m'avait recommandé. Après la visite de la police, j'ai reçu un appel de l'hôpital. L'infirmière m'a informé que l'homme que j'avais amené avait repris connaissance et était impatient de me parler. Il voulait me remercier et regarder son sauveur dans les yeux. Au début, j'ai hésité, invoquant d'être occupé et tout ça, mais l'infirmière a insisté et j'ai accepté de le visiter. « Où vas-tu si tard ?» demanda ma femme pendant que je me préparais à partir pour l'hôpital. « Oh, l'hôpital a appelé. Il voulait que je vienne. » « Mais pourquoi ? N'en as-tu pas eu assez de problèmes avec la police ? Qu'est-ce qu'ils veulent encore de toi ? Le gars que j'ai aidé veut me voir. Je pensais rendre visite à la personne que j'ai sauvée. Veux-tu venir avec moi ? Non. Je n'ai pas envie d'aller quelque part. Je suis un peu fatigué après la journée. Mais tu y vas si tu veux. Peut-être lui importer des fruits ? Je vais juste y aller et revenir tout de suite. J'ai embrassé ma femme et quitté la maison. Assez rapidement. Je me suis retrouvé de nouveau dans le même hôpital. Au poste des infirmières. Je me suis identifié et j'ai demandé dans quelle chambre se trouvait mon acolyte sauvé. L'infirmière m'a rapidement donné le numéro de la chambre et m'a même escorté là-bas tout en me donnant des nouvelles de son état. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai vu un homme dans la trentaine allongé sur le lit, son torse bandé et quelques pansements sur son visage. En chemin, l'infirmière m'avait dit que heureusement, ses blessures n'étaient pas aussi profondes qu'il le pensait au départ, et ils ont réussi à le sauver malgré une perte de sang importante. J'ai ressenti un sentiment de satisfaction d'avoir pu l'aider et j'étais maintenant impatient de m'enquérir de son bien-être et d'en apprendre davantage sur lui, et comment il s'était retrouvé dans une telle situation. Est-ce oui ? Le patient a demandé à l'infirmière quand elle a fait signe de oui, et il m'a salué. « Oh, c'est agréable de vous voir. Je suis Michael Barbara. Je voudrais vous remercier. Je suis désolé de vous avoir causé des inconvénients. J'étais content de pouvoir aider. Je m'appelle Adam. Adam Welker. Comment vous sentez-vous ? Merci. Je vais beaucoup mieux maintenant. C'est juste que les infirmières ne cessent de me piquer avec des aiguilles. Dites-moi. Adam, comment puis-je vous rembourser ? Je ne serai pas ici pour toujours, et quand je partirai, je voudrais d'une manière ou d'une autre vous exprimer ma gratitude. Pas besoin de ça. Je suis content que vous vous sentiez mieux. Est-ce que la police est venue ? Ils m'ont harcelé en espérant que je pourrais vous connaître d'une manière ou d'une autre car ils n'ont trouvé aucune identification sur vous. Oui, ils sont venus ce matin. L'un d'eux était assez désagréable. Je leur ai déjà tout dit, a-t-il dit en remarquant apparemment mon regard inquisiteur et a continué, mais vous. Je suppose, vous aimeriez aussi savoir ce qui m'est arrivé, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas vraiment mon affaire. Je suis juste content d'avoir pu aider. Attendez une minute. J'aimerais vous raconter mon histoire triste. Vous avez le droit de savoir, a-t-il insisté. Et Michael a commencé à raconter comment il vivait avec sa mère dans un quartier pauvre. Il avait récemment trouvé un emploi de manœuvre au marché, plus près de chez lui.
Sa mère étant tombée malade et ayant besoin d'argent pour ses médicaments, il avait emprunté de l'argent à des connaissances. Cependant, lorsqu'il a reçu son salaire et est allé rembourser sa dette, ils ont exigé un remboursement avec des intérêts exorbitants. Il n'avait pas cette somme d'argent, et lorsque le moment est venu pour le prochain paiement, ils en ont exigé encore plus. Il a donc commencé à se disputer avec eux, et ils l'ont violemment battu, le poignardant à plusieurs reprises avant de le jeter de côté, le laissant pour mort. C'est alors que je l'ai trouvé blessé près de la benne à ordures dans une ruelle éloignée ce jour-là. Son histoire m'a attristé, et je me suis demandé pourquoi le monde pouvait être si injuste envers certaines personnes, surtout quelqu'un qui essayait simplement d'aider sa mère malade. Je me suis encore plus désolé pour lui et j'ai voulu lui rendre visite quelques fois depuis. J'ai moi-même grandi dans une famille pauvre, et je comprenais à quel point cela devait être difficile pour lui. J'ai proposé de couvrir partiellement ses frais médicaux car il n'avait pas d'assurance. Tu es si gentil avec moi. Je ne sais pas comment te remercier. Si tu veux, quand je sortirai, je peux travailler pour toi. Je peux faire beaucoup de choses. Je te le promets. Tu ne le regretteras pas, a-t-il plaidé. Concentre-toi simplement sur ton rétablissement. Michael. Nous verrons ça plus tard. Ai-je répondu. Je lui ai dit au revoir et je me suis dirigé vers la sortie. Ma conversation avec lui m'a rappelé des dialogues de romans anglais entre gentlemen. Il était si courtois et essayait de s'attirer les bonnes grâces, au point où son discours semblait légèrement répété pendant un moment, mais son apparence était si pitoyable que je l'ai simplement cru. Je suis rentré chez moi tard le soir. Ma femme, Dolores, m'attendait déjà avec le dîner. Je pouvais sentir l'arôme de son plat signature dès que je suis rentré, et elle m'a accueilli presque sur le pas de la porte. Pourquoi as-tu mis autant de temps? Elle a demandé quand je suis entré. Je suis venu dès que j'ai pu. Est-ce une occasion spéciale? Ça sent délicieux. Non, pas vraiment. Nous avons reçu une aide humanitaire aujourd'hui, et il y avait beaucoup de viande. Ils ont permis à chaque employé d'en emporter chez eux car aujourd'hui était l'une de ces rares occasions où la nourriture ne rentrerait pas dans nos réfrigérateurs. Alors, j'ai décidé de cuisiner un plat. Comment va cet homme? Est-ce qu'il va mieux? A-t-elle continué à demander. Oui, il s'améliore. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Pauvre homme, il a une histoire si triste, ai-je répondu. Qu'est-il arrivé à lui? J'ai brièvement raconté son histoire à ma femme, et elle a serré ses mains avec empathie. Oh, mon Dieu! Il est vraiment un pauvre homme, a-t-elle dit. Oui. J'ai aussi eu de la peine pour lui. Je ne comprends juste pas pourquoi tu as accepté de payer pour son traitement médical. Nous n'avons pas autant d'argent. Tu aurais pu contacter une organisation de bénévoles, comme la nôtre, et ils l'auraient aidé. Ne sois pas comme ça, l'ai-je interrompu. Nous avons assez. Et cet homme a failli mourir en essayant d'aider sa mère malade. Mais nous devons penser à l'éducation de notre fils. Nous devons le soutenir. Et nous avions prévu de faire des réparations cette année. Tu as oublié? Elle a répondu. Pourquoi es-tu si avare? J'ai demandé. Je vais aller me laver. Tu commences à mettre la table. Je reviens tout de suite. Dolores est allée dans la cuisine et je me suis dirigé vers la salle de bain, en passant par la chambre pour enlever ma veste et mettre un t-shirt léger. J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche, et quand je l'ai sorti, j'ai vu que la batterie était presque déchargée. Je suis allé vers la table de nuit pour le brancher. Là, le téléphone de ma femme était déjà posé. J'ai vérifié qu'il était complètement chargé et débranché le chargeur. Au moment où je branchais mon téléphone, un message est arrivé sur le téléphone de ma femme.
Sur l'écran verrouillé, j'ai aperçu la phrase « Désolé pour le rendez-vous manqué ». Monsieur étrange message. Qui est M? J'ai pensé, car je ne connaissais personne parmi les connaissances de Dolores dont le nom commençait par Monsieur Maman a instinctivement attrapé son téléphone à nouveau, voulant relire le message une fois de plus, juste pour m'assurer que je ne l'avais pas mal lu. Mais le téléphone était verrouillé. Cela m'a aussi semblé étrange car ma femme n'avait jamais utilisé de verrou sur son téléphone auparavant. Oh, quelqu'un t'a envoyé un message HD en retournant à la cuisine, tenant son téléphone. Tenant son téléphone. Oh, merci de l'avoir apporté. J'ai complètement oublié, dit-elle en souriant. Elle a pris le téléphone et a commencé à parcourir les messages. Pourquoi me caches-tu quelque chose? J'ai demandé. Quoi a-t-elle répondu, interrompant momentanément sa lecture. Pourquoi as-tu commencé à utiliser un verrou? As-tu des secrets pour moi? J'ai répété ma question. Oh, non. De quoi parles-tu? C'est juste que parfois au travail, je laisse mon téléphone chargé, ou je l'oublie dans mon manteau. Alors, mes collègues m'ont recommandé de le verrouiller pour que personne ne puisse fouiner. Tu sais, c'est juste une sécurité de base pour mes informations personnelles. Je ne voudrais pas que n'importe qui regarde mes photos, a-t-elle expliqué. Son explication me semblait logique. Et qui est M? J'ai continué à demander. Monsieur Kellem, demanda-t-elle. Oh, ne fais pas semblant. J'ai vu que le message venait de M. Oh, c'est ma collègue. Marie. Elle a récemment rejoint notre équipe. Vraiment? Pourquoi aviez-vous besoin de vous rencontrer? Dolores semblait réaliser que j'avais lu tout le message, et ses yeux ont balayé la cuisine alors qu'elle cherchait des réponses. Elle a même bafouillé un peu, mais je ne comprenais pas pourquoi. Qu'est-ce qui pourrait être si secret à propos de rencontrer une amie? Eh bien, elle. Nous voulions juste nous retrouver, pour faire des achats. Ouais. J'ai suggéré que nous fassions des achats ensemble. Mais elle ne s'est jamais montrée. C'est tout. Pourquoi m'interroges-tu comme ça? Je viens de demander. Non, Jean. Est-ce que Derek a appelé? Il devait appeler aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, il a appelé. Juste quand tu étais à l'hôpital. Tout va bien avec lui. Il a dit qu'il viendrait nous rendre visite pendant les vacances. Il doit encore passer des examens, puis il rentrera à la maison. Dolores me l'a dit pendant le dîner. J'ai été soulagée d'apprendre que notre fils allait bien, et j'avais hâte qu'il vienne nous rendre visite pendant les vacances. Quelques semaines plus tard, Michael m'a appelé pour me dire qu'il sortait de l'hôpital. Je l'avais visité plusieurs fois pendant son séjour, et nous étions devenus un peu amis. Il s'est avéré être assez sympathique et agréable à parler. Après les visites, je rentrais chez moi et je partageais les nouvelles avec ma femme. Elle était contente que mon nouvel ami se rétablisse, mais parfois je remarquais qu'elle était triste et même un peu nerveuse, comme si elle avait des ennuis. Mais quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle évitait de répondre et disait qu'elle était juste fatiguée par le travail. J'ai réalisé que le bénévolat n'était pas toujours facile et j'ai essayé de la soutenir autant que possible. Elle avait choisi ce travail il y a quelques années quand elle avait vu combien de personnes dans le besoin il y a dans le monde. J'étais dans le monde. Pendant ce temps, Michael m'avait convaincu de lui donner un peu de travail. Il voulait tellement me remercier, et j'ai pensé que je pourrais faire quelque chose pour l'aider, alors j'ai décidé de lui offrir un peu de travail dans le jardin, surtout parce que je n'avais pas eu le temps de le faire dernièrement. Il a accepté volontiers mon offre et a dit qu'il surveillerait chaque feuille. Et quand je suis venu le voir le jour de sa sortie,
Je lui ai proposé de venir directement chez nous, de regarder son futur travail et de manger un repas cuisiné à la maison, et je voulais aussi lui donner de la nourriture à emporter chez lui pour que sa mère puisse aussi la goûter. J'ai informé ma femme de l'arrivée du futur employé et je lui ai demandé de préparer une chambre d'amis pour lui au premier étage, et de préparer plus de nourriture. Elle a essayé de me dissuader, disant que ce n'était pas très sage d'inviter des étrangers chez soi. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que lorsque nous sommes rentrés à la maison et que j'ai présenté la femme de mon ami à elle, elle s'est soudainement sentie mal et a perdu connaissance. C'était la première partie d'une grande histoire, assurez-vous de consulter la deuxième partie, elle sera dans le prochain clip aujourd'hui. Ce sera très intéressant. Maintenant, écoutons une autre histoire sur un homme qui a surpris sa femme en train de tromper avec son thérapeute. C'était une grande revanche. Passons à autre chose. Il y a environ 4 jours, ma femme a révélé qu'elle entretenait une liaison avec son thérapeute depuis les 7 derniers mois. Il y a en fait plus à l'histoire que je voulais partager, mais s'il y a de l'intérêt, je pourrais publier les détails complets sur un blog ou quelque chose de similaire. Il y a environ 3 mois, elle s'est éloignée de moi et a prétendu que je ne méritais plus de proximité, affirmant que je devais la regagner. Cela a conduit à un manque total de proximité dans notre relation, laissant notre vie de chambre complètement dormante. Au fil du temps, j'ai essayé de communiquer avec elle et de traiter les problèmes auxquels nous étions confrontés. J'ai été privé de connexion émotionnelle et physique, de soutien à la maison, et fondamentalement de tout effort qu'elle mettait dans notre relation ou notre foyer. Cela ressemblait à une trahison, et j'étais convaincu qu'il y avait plus à la situation. Cependant, chaque fois que je l'ai confrontée, elle a rejeté mes inquiétudes, évité mes questions et modifié les faits. Je lui ai constamment demandé d'être ouverte et honnête avec moi afin que nous puissions travailler ensemble sur nos problèmes. Cependant, il semblait que je la submergeais. Elle n'a jamais semblé avoir du temps pour moi et a toujours donné la priorité à d'autres choses par rapport à notre relation. Sa rancune envers moi a grandi, et elle est devenue ouvertement hostile. Puis elle a pris des dispositions pour assister à un événement de renforcement des femmes exclusivement réservé aux femmes. Au soin. Je savais déjà ce qui se passait vraiment. Elle avait élaboré une couverture qu'elle savait que je n'aurais pas contestée. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai fini par fouiller. Donc, à travers ses comptes à nouveau, j'ai vérifié les relevés téléphoniques, recherché son historique de navigation, et même utilisé un service de recherche d'antécédents pour découvrir à qui appartenaient certains numéros de téléphone. J'ai remarqué un numéro suspect et j'ai décidé de l'appeler. Comme prévu, le nom sur la messagerie vocale appartenait à nul autre que son thérapeute. J'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il habitait dans la même ville où elle a réservé l'hôtel. Puis, la deuxième nuit de son voyage, j'ai vérifié son historique de recherche et j'ai établi une chronologie de nos conversations par rapport à ces résultats de recherche vraiment perturbants et à d'autres choses que j'ai découvertes. Toutes mes craintes ont été confirmées, et c'était même pire que ce que j'avais imaginé. Elle cherchait des informations sur ce qui se passe dans les mariages lorsque votre thérapeute est impliqué, comment rassembler des preuves pour un divorce, et même comment cacher des actifs lors d'un divorce. Elle le harcelait ainsi que sa famille, faisait des vérifications d'antécédents sur eux, recherchait comment tromper quelqu'un en ligne, et se demandait même si un thérapeute pouvait perdre sa licence pour être trop proche d'un client. La liste des choses qu'elle recherchait n'en finissait pas. Elle googlait ce gars presque tous les jours. La preuve était claire. Elle est complètement obsédée par lui et le harcelait. Juste un jour avant son voyage, il y a 5 jours, elle a cherché comment ne pas péter lors de l'intimité. Tout a commencé à avoir du sens, et j'ai su exactement ce qui se passait. Le dimanche matin,
Je lui ai envoyé un message où j'ai exposé tout ce que je savais sur ce qui se passait. J'ai mentionné directement la personne avec laquelle elle était impliquée et lui ai dit que si elle voulait sauver notre relation, elle devait avouer. Étonnamment, elle est revenue le dimanche, un jour plus tôt que prévu. Elle a insisté pour connaître la source de l'information, mais j'ai refusé de la divulguer et ai tenu bon. Je ne voulais pas lui donner la chance de confondre, de manipuler, de nier ou de rationaliser l'une quelconque des preuves. Finalement, elle a tout avoué. Elle a fourni des descriptions détaillées de leur intimité. Elle m'a dit qu'elle voulait continuer l'affaire pour voir où cela mènerait, mais qu'elle voulait aussi préserver notre mariage parce qu'elle m'aime. Je me sens dégoûtée. J'en suis horrifiée. Cependant, pour une raison quelconque, je ne peux m'empêcher de considérer l'idée d'avoir une relation ouverte. Peut-être que cela pourrait être excitant. S'il vous plaît, quelqu'un me sort de cette façon de penser insensée. Après avoir passé plusieurs heures intenses à l'écouter et à entendre tous les détails, plus j'y pense, plus tout cela semble absurde et insensé. Il s'avère que son thérapeute est le chef d'un groupe d'hommes qui ont ces séances secrètes de renforcement masculin dans les bois. Ils n'ont pas le droit de parler de ce qui se passe là-bas. Au lieu que ma femme assiste à une version féminine de ceci, elle va à la cérémonie de remise des diplômes de la session masculine. Pendant cette cérémonie, chaque gars monte sur scène et partage son histoire émotionnelle, puis leurs membres de la famille montent pour témoigner de comment leur vie s'est améliorée depuis qu'ils ont rejoint ce groupe, qui commence à ressembler à une secte. Au fait, il y a même une petite fille qui monte sur scène et dit « Mon papa est différent maintenant. Je l'aime mieux. » Donc voilà ce qui s'est passé. Ma femme, sans le savoir, se retrouve assise à côté du grand chef du groupe. Ce chef se penche vers la personne devant eux et dit, si seulement il y avait une version féminine de ce groupe. Et devinez quoi? Ma femme saisit l'occasion et dit, en fait, il y en a une. En fait, j'ai sauté la session cette semaine pour soutenir mon partenaire amoureux ici aujourd'hui. Le chef est comme, oh, vraiment? Est-ce que cela vous dérangerait d'en parler et de partager des informations avec tout le monde? Et comme ça, ils l'ont mise sur scène pour parler de cette prétendue session d'autonomisation des femmes à laquelle elle n'a même jamais assisté auparavant. Je suis peut-être trop méfiant, mais maintenant j'ai ce pressentiment que son thérapeute recrute des femmes vulnérables pour cette organisation et les manipule à son avantage physique. Je n'ai cependant pas de preuves concrètes de cela. Honnêtement, je suis complètement perdu. D'un côté, je suis profondément perturbé et bouleversé par les actions de ma femme. D'un autre côté, je crois qu'elle a été exploitée, manipulée et coachée par son thérapeute. Et je pourrais le signaler au conseil et faire révoquer sa licence. Mais voilà, ma femme ne veut pas que je fasse ça. Elle dit que cela la rendrait misérable de savoir quelle est la raison pour laquelle sa vie s'est effondrée. À la place, elle veut que nous ayons un mariage ouvert et parle de s'engager dans un ménage à trois et d'explorer des formes de proximité excitantes et intéressantes. Et bien qu'elle ait réussi à me séduire à son retour, et que les choses étaient plutôt bonnes de ce côté-là, mec. J'ai eu une de ces nuits où le sommeil était un ami perdu de longue date. Arrivé de Londres, j'étais complètement épuisé, mais je savais ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai commencé à mettre toutes les affaires de ma femme dans des sacs poubelles. Chaque petite chose qu'elle a laissée dans notre maison, chaque rappel d'elle, a été mis en sac. J'ai jeté ces sacs directement sur le trottoir, et laissez-moi vous dire. J'ai ressenti un étrange sentiment de liberté. C'était comme si je reprenais le contrôle de mon espace, de ma vie. Quand ma femme a vu ses affaires dans la rue, elle a perdu la tête. Elle s'est mise à crier à tue-tête, faisant un scandale pour tout le quartier. Mais je m'en fichais. Dès qu'elle a mis le pied dans la rue,
J'ai refermé la porte sans même jeter un regard en arrière. Elle a frappé à la porte pendant une bonne demi-heure, mais je ne lui ai pas ouvert. Au bout d'un moment, elle est partie. Dès que je l'ai vue partir, j'ai changé rapidement les serrures pour qu'elle ne puisse pas rentrer dans la maison. Mon espace m'appartenait à nouveau, et je comptais bien le garder ainsi. En même temps, j'ai commencé le processus de dénonciation du comportement douteux de son médecin. Je savais qu'elle serait furieuse, mais c'était un geste nécessaire. J'ai rassemblé chaque preuve de leur liaison cachée et j'ai déposé une plainte officielle contre lui auprès du conseil de déontologie. Ce type ne se contentait pas de franchir les limites professionnelles, il enfreignait ouvertement la loi. Quelques jours plus tard, le gars avec qui ma femme avait trompé s'est fait retirer sa licence. La roue de la fortune lui est bien retombée dessus. Sa carrière a pris un sacré coup et a été complètement ruinée. Il était furieusement en colère, à tel point qu'il a menacé ma femme, jurant de lui retourner la situation et de ternir sa réputation. Au milieu de tout ce chaos, ma femme paniquait. Moi aussi, je paniquais. Elle avait tellement peur du désordre qu'elle avait créé et du thérapeute aussi. Les larmes aux yeux, elle s'est tournée vers moi pour de l'aide. Elle m'a rappelé que j'avais fait une promesse autrefois, une promesse de protéger ma famille. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire à son visage. J'ai clairement fait savoir que je n'avais aucune intention de la sauver de ce pétrin qu'elle avait préparé. Je lui ai même dit qu'elle n'était plus ma famille après ce qu'elle avait fait. Elle s'est retrouvée seule, luttant pour nettoyer le désordre qu'elle avait créé. Je ne mentirai pas, l'avoir lutté m'a procuré une étrange satisfaction. C'était comme une revanche, l'avoir affronté les mêmes problèmes qu'elle m'avait causés. Les semaines suivantes ont été folles, avec elle qui m'appelait sans cesse, me suppliant de revenir, essayant de faire semblant que tout allait bien. Mais sa voix, qui avait l'habitude de me calmer, m'énervait maintenant. J'en avais fini avec elle, ses mensonges et ses manipulations. Il y a quelque chose d'incroyablement libérateur à lâcher prise, à reprendre sa vie des mains des personnes toxiques. Au milieu de tout ce chaos, j'ai trouvé la paix, un nouveau respect pour moi-même. Puis de nuit à retourner dans tous les sens. Les cauchemars et les doutes perpétuels se sont estompés, remplacés par un sentiment de satisfaction sereine. Elle a priorisé ses désirs au-dessus de notre lien, de mes sentiments. Maintenant, elle goûtait à sa propre médecine. Je n'ai ressenti aucune once de remords ou de culpabilité. Je lui avais donné l'occasion de se racheter, de réparer ce qui était brisé. Mais elle a décidé de mentir et de me trahir. Maintenant, elle était seule, affrontant la tempête qu'elle avait déclenchée. Et pour la première fois, je n'étais pas là pour la protéger. Nous avons une autre histoire sur un gars qui découvre accidentellement que sa petite amie sort avec un autre gars en même temps. C'est parti. Je l'ai surprise. J'avais une relation avec une fille depuis 6 mois, et nous avions fait plusieurs petits voyages ensemble. Ce n'était pas juste une aventure passagère mais un engagement sérieux. Un soir, nous avions prévu de passer du temps ensemble, mais elle a annulé à la dernière minute à cause d'un dîner familial soudain. Elle m'a appelé depuis les toilettes du restaurant, prétendant être là avec sa famille car il est considéré impoli de parler au téléphone dans un restaurant, sauf dans les toilettes des femmes. Elle s'est excusée et a promis de m'appeler plus tard dans la soirée une fois rentrée du dîner. Cette nuit-là, elle ne m'a pas appelé comme promis, alors j'ai décidé de l'appeler. Cependant, elle n'a pas répondu. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel tôt le matin de son téléphone, alors j'ai répondu. C'était un gars à l'autre bout, me demandant qui j'étais. Aussi. Je lui ai posé la même question, et il a révélé qu'il était son petit ami. Il venait de découvrir qu'elle fréquentait quelqu'un d'autre, moi.
Selon lui, ils étaient en couple depuis un an, mais il avait été occupé avec son entreprise et n'avait pas pu la voir ces derniers mois. Apparemment, ils étaient sortis dîner la veille. Et ensuite ils avaient réservé une chambre d'hôtel. Pendant qu'elle prenait sa douche ce soir-là, il a remarqué son téléphone sonner et a vu qu'il y avait un nom d'homme. La curiosité l'a poussé à fouiller dans son téléphone, découvrant toutes les photos de nous ensemble et les emails échangés. Il a gardé ça pour lui et a attendu jusqu'au matin où elle dormait encore pour m'appeler et confronter la situation. J'étais extrêmement surpris, alors je lui ai dit qu'il pouvait la garder et qu'elle ne valait rien. Il a répondu qu'il voulait juste s'assurer que Jean avait fini avec elle. Elle m'a appelé au téléphone, en pleurs et s'excusant, promettant d'expliquer plus tard. Je lui ai dit de partir et j'ai utilisé toutes sortes de mots terribles. Je n'avais jamais été aussi dur avec quelqu'un avant ou depuis avec les choses que j'ai dites. Cela m'a procuré une satisfaction, et encore plus lorsque je l'ai vu s'effondrer. Je me suis vraiment senti mal pendant les jours suivants et j'ai réalisé que ce gars n'était pas du tout à la hauteur du petit ami que j'avais été pour elle, il était un idiot. J'avais l'impression de mériter davantage sa compagnie, et elle prétendait qu'elle avait déjà rompu avec lui et me suppliait de la reprendre. J'ai exigé des preuves qu'elle l'avait vraiment quitté. Elle a fourni la preuve, et nous nous sommes réconciliés. Cependant, le gars a ensuite commencé à la harceler et à lui envoyer des emails et des SMS menaçants. La police s'en est mêlée, et il s'est calmé. Quelques mois plus tard, elle a déménagé dans un autre pays sous prétexte de partir étudier à l'étranger, mais c'était en réalité pour passer du temps avec un gars avec qui elle avait discuté sur MySpace. C'est à ce moment-là que j'ai finalement mis fin à la relation. Ça a été une année difficile pour moi, mais j'ai beaucoup appris. Je ne serai plus jamais aussi confiant et crédule. Je frémis quand je pense au temps que j'ai perdu avec elle, surtout quand j'ai essayé de la changer après notre réconciliation. Elle avait un petit ami avant de me rencontrer, et j'étais dupé. Elle prétendait avoir réalisé qu'elle m'aimait plus à un moment donné, mais alors pourquoi est-elle retournée avec l'autre homme? La réponse est qu'elle était une personne trompeuse et infidèle. Depuis lors, elle a pris du poids, perdu de son attrait et s'est transformée de mignonne à peu attirante. Je me sens certainement avoir pris le dessus à la fin. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez aimer et laisser un commentaire. C'est important pour nous et cela aidera à promouvoir cette vidéo. Merci de nous avoir regardés.